Bonjour, bienvenue aux entrevues d'inspiration. Ici Zara Issani, coach en développement de carrière et relations d'aide. Je suis avec Benoît Tanguay. Bonjour Benoît. Salut Zara, ça va? Ça va bien toi? Oui, ça va bien. Ben, je suis dans mon élément. Nous sommes dans le studio. De Choc En fait, FM. on vient de faire une entrevue. Benoît m'a invité à son émission Trésor en vous. Et on vient de finir. Et puis moi, je lui ai offert aussi de faire une entrevue avec lui parce que franchement, vous avez un expert en motivation, donc motivateur, conférencier, et il est auteur aussi de calibre international. On a un monsieur avec un cœur gros comme ça. Merci. Et la première question que j'ai envie de te poser... Où est-ce que je suis né? Ouais, parce que c'était la première question que j'ai eue. C'est la question à la radio. Vas-y, je te laisse. Vas-y. Vas-y, fais le show. Où est-ce que t'es né? L'hôpital. L'hôpital. Puis? Non, je suis montréalais de naissance. Okay. Avec les défauts que ça a. Et est-ce que tu aimes Montréal? Est-ce que c'est quelque chose qui... J'aime ma ville, mais comme une ancienne copine, des fois on n'a peut-être pas le goût de la revoir. Alors, avec ma fiancée, parce que là, au moment où c'est passé, je vais être fiancé. Avec ma fiancée, on souhaite quitter Montréal pour la banlieue, mais pas la banlieue couronne nord, couronne sud. On parle là, en Estrie, tu sais, quelque chose. Là. OK. Partir. À 1 heure de Montréal au moins. Puis je parle pas 1 heure de circulation, là, je parle vraiment à vol d'oiseau. C'est ce qu'on travaille pour ça. Est-ce que tu peux dire que parce que justement on travaille sur soi, on est plus proche de soi, on a envie d'être plus dans un environnement calme, naturel, où il y a plus de nature? Ça va prendre un lac ou une rivière, ça va prendre pas nécessairement un gros terrain parce que bon, ça ne tente pas de faire le gazon. Quitte à engager le petit voisin, puis s'il lâche son jeu vidéo. Mais oui, on veut retourner aux racines. Écoute, l'été, on fait du camping. Puis bon, on n'a pas la roulotte de 2000 pieds. Nous, on a une tente. Puis, on dort dans une tente, on fait un feu de camp. Puis, quand je regarde un feu de camp, je me dis partout sur la planète, bon, que ce soit en Côte d'Ivoire, en Russie, c'est plus l'Union soviétique, n'importe où au monde, les gens se retrouvent autour d'un feu de camp, puis ils parlent, ils chantent, ils font de la musique, ils bouffent. Il y a de l'enseignement, les sages vont enseigner aux plus jeunes. Alors, j'aime ce retour-là à la Terre. L'échange, partage. Oui, puis ça date depuis l'Homo sapiens. Là. Tu parles de ce qui est important, justement, ces échanges, se retrouver. C'est quoi les éléments que tu as besoin dans ta vie? On a souvent des piliers. C'est vraiment des piliers qui te permettent vraiment d'être toi, d'être bien. C'est quoi? C'est facile, c'est de la drogue, du sexe, c'est du rock'n'roll. Yeah! Non, c'est pas bonne question, Zara! Donc, mes valeurs, quand j'avais 20 ans, ont changé. Comme je te dis, à l'époque où je cherchais mon spirituel dans le spiritueux, c'est pas là. Ne cherchez pas là. Ce n'est pas l'endroit pour le spirituel. Le spirituel. Non, c'est des valeurs de base. L'amitié, le respect, le pardon. Parce qu'on pardonne, ça ne veut pas dire oublier. C'est pas être rancunier. On apprend de notre parcours. J'ai pas dit de nos erreurs. C'est des valeurs qui me touchent, ça. Le retour à pas la simplicité volontaire, là, je suis pas à ce point comme ça. Mais bon, regarde, j'ai ma voiture, on m'amène du point A au point B, merci, pas de l'année, c'est pas grave, tu sais. J'ai un véhicule, on a un toit, tu comprends. Mais oui, je veux plus, on veut une maison. Bon, c'est pas un but en soi, c'est pas parce que t'es nord-américain, ça te prend la maison, le chien, la piscine, puis les 3 enfants, puis les 2 voitures à la porte. C'est pas ça, je parle... J'en parlais, mais non, c'est ma conjointe, puis qu'est-ce qu'on aurait comme maison? Elle disait, pas trop grand, je veux pas passer mon temps à faire du ménage. On est 2. Les enfants seront plus là. Donc, les amis, pour moi, c'est important. De par mon travail, ma profession de conférencier, coach et tout, je rencontre des centaines de personnes. Je pense que j'ai 4 amis. Puis c'est pas le nombre, c'est des vrais, de vrais, tu sais. Oui, les vraies valeurs. Est-ce que tu peux dire que c'est la vie qui t'a amené vers ces valeurs-là? Je te dirais que mes choix m'ont amené là, et les choix que je n'ai pas faits. Ça, c'est Voltaire qui disait que nous sommes la somme de nos choix, les choix qu'on ne fait pas. Et il y a plein de choix que j'ai pas faits qui ont fait que, vu de l'extérieur, je me serais pété la gueule. Parce que, mon Dieu, il s'est écrasé. Mon Dieu, il a raté son coup. Mon Dieu, il s'est planté. Puis à un moment donné, écoute, moi, mon parcours, vite, là, j'étais dans un centre d'appel d'une grande compagnie de téléphone
au Québec, téléphone cellulaire, j'étais directeur d'équipe, 50 000 par année, compte de dépenses, j'avais les BlackBerry, j'avais plus l'air d'un policier, tellement que j'avais de gadgets après moi, la Padjet, là. Puis là, le monde me voyait déjà, j'étais directeur d'équipe, il y en a qui me disaient, toi, tu vas être directeur, puis après, peut-être, tu vas avoir le centre d'appel. Tu sais, et j'avais, dans l'appartement, on se préparait une maison, 2 voitures, 2 enfants, il me manquait le chien, tu sais. J'ai été directeur d'équipe pendant 4 ans. Je me souviens des 3 premiers jours, là. Le 3e jour, j'ai l'impression que je suis au bord d'un précipice. J'ai les orteils dans le vide et il y a des nuages noirs et des éclairs. Et quand ça a fini que ça s'appelle une dépression. Ma tête disait une chose, mon cœur disait d'autres choses et le fil a coupé. Bon, je ne suis pas médecin, comme je l'explique souvent, mais pour moi, la dépression, c'est ça. C'est quand ta tête veut une chose, ton cœur veut d'autres choses et ça ne va pas en même place. C'est ça. Donc, j'étais dans le performance, j'étais dans on ramène du cash, j'étais dans on a chacun notre voiture, j'étais dans moi j'avais c'était tout nouveau là, les soucoupes satellites et moi je l'ai. Tu sais, les BlackBerry, moi j'ai ça. Tu sais, t'as-tu ma chemise, tu sais, 75 $, tu sais. Aujourd'hui, j'ai un gilet de Choc FM gratuit, mais tu sais, on remet nos valeurs en quelque part, on se dit est-ce que c'était nécessaire cette course-là? Est-ce que c'était. Non. J'enseigne à mes enfants, je leur dis, Cédric et Jessica qui est au cégep, Cédric qui était au secondaire, trouvez-vous un travail où vous n'aurez pas de plomb dans les souliers. C'est pénible d'aller au travail quand on a du plomb dans les souliers. Et ils gagneront 30 000 par année, 75, 100, je ne sais pas, c'est même pas important. Oui, de se réveiller, d'aimer. Et aujourd'hui, effectivement, tu te réveilles, tu me disais, tu fais beaucoup de choses. Oui. Tu fais énormément de choses, variées, pas forcément dans les mêmes domaines, je dirais. Oui. Mais ça fait waouh à chaque fois. Bien, merci. C'est-à-dire que j'ai choisi... Je suis un libre penseur, donc on ne pense pas pour moi. Des fois, ça peut me bloquer des choses. Mais je suis un libre penseur, donc j'ai développé ma propre façon de penser. Je ne suis pas nécessairement celui qui va suivre un mouvement. J'aime mieux, moi, l'hiver, si je fais du ski de fond, aller en dehors des pistes, et c'est là que les moniteurs m'attrapent. Monsieur Tanguay, vous n'avez pas le droit de suivre la piste. Mais moi, je suis comme ça. Je fais ma propre trace. C'est pénible, c'est lourd marcher dans la neige jusqu'aux genoux. Cependant, c'est tellement gratifiant parce qu'il y a des gens qui marchent derrière, puis eux vont suivre nos traces. C'est la piste, je laisse ma trace dans l'univers avec mes 2 bouquins, un 3e qui est accepté par mon éditeur Québec Livre, M. Jacques Simard de Québec Livre. Je travaille un premier roman qu'une autre maison d'édition veut déjà lire. Alors, j'ai un parcours assez atypique, mais moi je dis aux gens, faites ce que vous voulez de votre vie. Et je serais qui pour dire, bon, quelques jours avant l'enregistrement, je faisais le bras droit d'un parrain de la mafia, j'avais les cheveux gras par en arrière, des lunettes de soleil jaune, je faisais années 70. Oui, mais Benoît, tu fais des conférences, pourquoi tu fais de la télé? Parce que je veux. C'est pas compliqué, je veux faire ça. Il y en a qui tricotent, puis c'est correct. Moi, je fais de la télé, je fais de la radio. Donc, ça peut paraître éparpillé, je suis auteur. Ça peut paraître un peu éparpillé, mais moi, ce que je dis aux gens, c'est vivez votre vie et la mienne, c'est celle-là. Et en fait, je reviens un peu à ce qu'on disait tout à l'heure avec la recette du bonheur. Pour toi, ça fait ton bonheur de pouvoir avoir ces activités-là parce que chaque activité remplit une partie de toi. Oui. Tu sais, quand tu es acteur, tu fais tout le côté artistique, il y a tout le côté de l'âme, j'ai envie de dire. Le travail d'équipe. Le travail d'équipe, il y a tout qui s'ouvre. Quand tu es auteur, ben là, c'est toi, de ce que tu veux enseigner, de ce que tu veux... Là, c'est le travail solitaire. C'est ça, mais c'est en même temps en vision, à enseigner quelque chose, à laisser quelque chose derrière. Donc, chaque job, j'ai envie de dire, t'apporte certainement quelque chose. Il y a un équilibre. Puis je te dirais, récemment, je me suis questionné parce que j'ai downloadé la dernière version de moi-même, j'ai appris ça tantôt, et je me suis aperçu que j'ai pris ça de mon père sans même le savoir. Mon père est un fonctionnaire municipal, donc il travaillait pour une ville, parce qu'il n'aime pas qu'on parle de lui sur Internet. Et quand il arrivait à la maison, il travaillait, on fabriquait des meubles, on réparait la salle de bain, on rénovait, mon père faisait des belles portes en bois, donc il y avait un travail très cérébral au bureau et il devait travailler de ses mains. On faisait le terrain, on plantait des arbres. Donc, je ne l'ai pas compris, puis peut-être papa ne le savait pas lui non plus, mais il atteignait un équilibre entre son travail. S'il avait travaillé de ses mains, mettons sur la voirie ou je ne sais pas trop, s'il avait été ébéniste, peut-être qu'il serait à m'écrire des livres, tu sais. Je pense, et j'ai pris ça de lui. Il y a des bouts que je suis vraiment tout seul dans ma bulle, je fais mes choses. Il y a des bouts, c'est, bon, je monte un spectacle de motivation avec mon ami, mon meilleur ami Justin Larocque. Ça, c'est tout le bout qu'on écrit à 2.
Puis après, on est 2 sur scène. On veut renouveler le modèle de motivation au Québec. Ça s'est jamais fait. Ce qu'on prépare, ça s'est jamais fait. Suivez-moi, benoîttanguay.com. Benoît-tanguay.com. Je vais mettre tous les liens en dessous de la vidéo. Juste là. Et c'est ça, mais moi, j'atteins un équilibre dans ce genre de désordre. OK. Mais justement, pour les gens qui nous écoutent, qui veulent atteindre cet équilibre-là, comment on fait pour trouver son propre équilibre? Parce que le tien n'est pas le leur. Oui. Et premièrement, et deuxièmement, comment après on le fait pour le mettre en pratique? Parce que tu sais, des rêves, on les a, on veut, hein, mais après. On s'assoit et on pense. Mhm. On s'assoit et on pense. Mm. C'est pas une blague. Là. Tantôt, je fais des blagues avec sex, drug, rock'n'roll. Moi, j'étais sur l'aide sociale et je me suis regardé dans le miroir et j'ai dit, c'est assez. Et je me suis assis, petit crayon, petit bloc. Pas d'iPad, pas rien, là. Puis écrivez pas à l'ordi, c'est plus puissant qu'on écrit à la main. Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Moi, je vais faire des conférences, je vais écrire des livres, je vais faire de la télé, je veux chanter. J'ai chanté avec un des plus gros bands au Québec de blues, The Ramblers. Mhm. Mon ami Eric Ferrin, chanteur, puis à un moment donné, il m'a prêté le micro, puis à chaque fois que je vais aller voir, j'ai une chanson à faire. J'ai tout écrit, ce qu'on appelle la liste de rêves, mais à l'époque, je connaissais pas ça, la liste de rêves. Et j'ai dit, OK, c'est ce que je veux. Mais ça m'a pris, personnellement, une journée à ne rien faire. Pas de télé, pas d'amis, je cuisinais, puis je ne faisais que penser. Peut-être les gens d'ici au Québec, on se souvient, nos parents disaient, pense pas trop, tu vas devenir pensu. Comme si c'était mal. Encore aujourd'hui, une journée par semaine ou des fois une demi-journée, je m'assois, je regarde Manon, ma conjointe, je suis là, je regarde, je pense. Je suis assis puis je pense. J'ai mon bloc-notes sur la table du salon, je pense. La télé n'est pas ouverte, il n'y a pas de musique zen qui joue. Là. Des fois, je mets ça à Spa, la télévision, on entend les oiseaux, whatever. Rien. Même pas mon chien que je flatte, rien, personne, je pense. Et on ne le fait pas. Les gens ne s'arrêtent pas. C'est une perpétuelle course. Puis tu sais comme moi que quand tu as une course, là, de Formule 1, des fois la voiture elle doit arrêter. Mettre de l'essence, changer les pneus. Donc il faut s'arrêter, dire qu'est-ce que je veux. Oui. Puis tu amènes un bon point. En fait, j'ai envie de faire un parallèle entre le faire, le avoir et l'être, en fait. Parce que finalement, quand on est dans l'action, on est tout le temps à vouloir faire plein de choses. On a notre agenda, c'est normal, hein? On travaille, on a nos enfants, on se réveille, enfin, la petite routine qui est en bas. Ben, on oublie de s'arrêter, comme tu dis, puis de juste être. Oui. Être avec. Accueillir le moment présent. Et c'est tellement galvaudé, le moment présent. Mais j'explique qu'il n'y a que ça qui existe. Le passé, c'est un concept. Le futur, c'est un concept. Le moment présent existe. Et aussi, quand vous êtes en train de vivre vos rêves, vous allez apprendre sur vous. Exemple, et là, j'espère que tu vas m'aider, Zara. La fameuse pyramide de Maslow. Oui. Les besoins primaires et tout ça. J'écrivais mon prochain livre, je ne veux pas dire le titre parce que là, c'est un titre provisoire. Je vais dire là. C'est vous êtes né pour réussir. Et j'explique la pyramide de Maslow, qui sont les besoins primaires. En réalité, les deux premiers, c'est ça. Et en dernier, c'est l'épanouissement. Bon, je me suis aperçu que moi, ma pyramide est inversée. Je dois absolument combler ce que je suis. Et là, j'arrive dans les autres étapes et c'est grâce à ça que j'ai un travail et un revenu. Mon besoin de sécurité, il n'est pas au départ. Je n'ai pas besoin d'un toit. C'est con, là. J'en ai un, mais je n'ai pas nécessairement besoin d'un toit ou de vêtements. Moi, je veux m'accomplir. Et en m'accomplissant, bon, ça va rapporter le reste. C'est ça apporte le reste. Ma pyramide de Maslow, moi, elle est à l'envers. Effectivement. Ah, c'est un bon point. Je ne l'avais jamais vu comme ça. Merci. Mais c'est vrai que quand on aime ce qu'on fait, à un moment donné, il y a quelque chose qui se passe, puis on attire. Oui, il y a un déclic qui se fait aussi. On attire. Puis quand on aime ce qu'on fait, c'est pas compliqué, on le fait. On ne trouve pas de raison. Le pire ennemi que j'ai eu dans ma vie, le pire ennemi, là, c'est lui. La prochaine question. Ouais. J'ai tellement été mon pire ennemi. Oh, non, parce que là, je fais de la radio, mais on racontait tantôt que j'ai eu des cours de radio pour me dire, Benoît, va dans les radios professionnelles, tu n'as pas d'affaires ici. J'avais pas confiance en moi, je me disais non. Comme je disais à des gens, si vous n'appelez pas pour parler à des gens, poser des questions, la réponse, c'est non. Vous vous dites non vous-même en partant. Bon, si vous posez la question et vous dites non, c'est correct, on appelle un autre. Tu sais, comme nous, moi, pour l'émission radio, puis ton entrevue, on l'a demandé, tu aurais pu dire non. Je ne veux pas aller à ta radio, mais je veux faire l'entrevue vidéo avec toi. OK, cool. Mais les gens sont leur pire ennemi, puis ils ne veulent pas l'accepter parce qu'on n'est pas dans une société où on se responsabilise. Exemple. Dans les années 80,
quand un élève à l'école n'avait pas une bonne note et le parent apprenait ça du professeur, ben, il accrochait par le chignon son jeune puis il disait, tu vas faire tes devoirs, là, il faut que tu aies des bonnes notes. Aujourd'hui, quand l'élève a une mauvaise note, ben, le parent, il accroche le prof par le chignon. Là, mon enfant est différent des autres, ils ont aidé, machin, truc. Je ne dis pas que ça n'existe pas, c'est diagnostiqué, mais on met le blâme sur le prof si le jeune ne réussit pas à l'école. On se déresponsabilise. Apprenez à vos jeunes à se responsabiliser. Mon fils, là, il a 15 ans, il va avoir 15 ans, il a un forfait Internet là, sur son cellulaire, okay, sur son téléphone intelligent, et voici ce que je lui ai dit. Ça me coûte 40 $ par mois, plus les taxes. Dès que tu travailles, tu as une facture, mon homme. Parce qu'un téléphone, c'est pas gratuit, ça se paye. À 16 ans, tu vas livrer, tu vas emballer à l'épicerie, ben, tu as déjà une facture. Je te dis pas de me payer rétro, là, ça me fait plaisir, mais c'est de dire, regarde, tu n'auras pas tout ça cuit dans le bec. Mais ça revient à dire à la théorie du tacos qu'on disait tout à l'heure. C'est à cause d'eux, c'est à cause c'est à cause de ma femme, c'est à cause du gouvernement, c'est à cause... Non, c'est à cause de vous. Alors, c'est à cause de vous. Désolé. Je n'aime pas être désolé. Si vous ne réussissez pas, c'est à cause de vous. Chantal Petitclerc, elle est handicapée, elle est en fauteuil. C'est la plus grande athlète au Canada. C'est celle qui a gagné le plus de médailles, plus que Gaëtan Boucher puis Hyman en natation, je ne sais pas trop. Nommez-les, là. Elle, ça s'était dit, oh, moi, je peux pas, je suis en fauteuil roulant. Non, non, en fait, hey, sont où mes limites, puis qu'est-ce que je peux faire? Puis ça l'a donné pour notre pays la plus grande athlète olympique. Ça revient à dire maintenant, qu'est-ce qu'on fait quand on a peur? Parce qu'au final, on s'auto-sabote parce que, bon, on ne croit pas en nous, on a peur, on a des croyances, on a le jugement des autres. Quand on se voit, parce qu'il faut arriver à déjà s'observer dans cet état-là, de dire, ben, je suis en train de me saboter. C'est la première étape d'observation. Mais une fois qu'on l'a observé, comment on fait pour passer au prochain? Très bonne question. Moi, ce que je fais, c'est j'appelle ça le travail d'enquête. C'est-à-dire, je me pose des questions. J'ai peur de téléphoner, faire des conférences en entreprise. Je me sens pas bien, ils me croiront pas. J'ai peur. Premièrement, est-ce que cette peur est réelle? Oui, je la ressens. Parfait, je l'accepte. Est-ce que cette peur est dangereuse pour moi? Est-ce que je risque d'être attaqué? Est-ce que je vais perdre connaissance? Est-ce que mon cœur va arrêter? Est-ce que je vais me faire mordre par un ours? Tu sais? Non, ma vie n'est pas en danger. Donc, cette peur-là ne m'est pas... C'est pas parce que ma vie est en danger que j'ai peur. Ensuite, quelles sont les conséquences si je ne le fais pas? Donc, je fais un travail d'enquête sur ma peur. Et aussi, est-ce que c'est arrivé à quelqu'un que je connais? Non. Je connais personne qui s'est senti... qui est tombé malade à téléphoner. Je donne un exemple de faire de la prospection. Mais il y en a qui ont peur du succès. Oui. Donc, quand on a peur du succès... La relation à l'argent. Exactement. Et la relation à l'argent et l'univers inconnu. On avance vers l'inconnu. Donc, est-ce que la peur du succès, elle existe? Oui, elle est réelle, je la sens. On l'accepte. La deuxième, est-ce que cette peur-là nuit à ma santé, est dangereuse pour moi? Là, on fait non. Hein, parce qu'une peur, c'est qu'il y a un ours devant vous. On fuit. On fuit, oui. En fait, avec l'ours, on est censé s'arrêter. Mais... Ça dépend de l'ours. Ça dépend de l'ours. Moi, je crie comme une fille puis je cours. Mais est-ce que cette peur-là, la situation est dangereuse pour ma vie? Donc, est-ce que j'ai le droit d'avoir peur? Non, ça n'a pas de sens. Et on découle le reste des questions sur la peur. Puis on transcende la peur. Puis j'aime ce que tu as dit au niveau des conséquences. Oui. Les conséquences de voir notre rêve finalement nous filer entre les mains parce qu'une opportunité arrive dans le monde de l'entrepreneuriat, par exemple, on l'a vu souvent, où on le voit arriver, la personne vient nous voir, puis là, c'est nous qui disons « Oui, mais non. » En fait, non. Mais, alors qu'on a envie, mais on est paralysé carrément par la peur. Et en fait, c'est de vivre les conséquences et de dire « Ok, comme aujourd'hui, par exemple, la radio, tu m'as dit, ben là, on prépare rien, on y va, puis on fait live. » Ben, j'aurais pu dire live. Je dis, ouais, mais en même temps, non, on y va, il y a une opportunité, puis on fonce, et puis je fais confiance à Benoît. Puis au pire, il me dira, c'est pas bon, puis je sais pas, tu sais. Puis, c'était très bon. Mais tout ça pour dire que les conséquences... Ce que je dis, c'est que moi, à un moment donné, personnellement, je peux parler de mon parcours, là, quand en 2008, à peu près dans ces années-là, j'étais sur l'aide sociale et que j'ai voulu commencer à écrire des livres et tout ça. Je me suis dit, on pense, hein, on s'assoit, on ne fait rien, et je me suis dit, qu'est-ce que je vais regretter dans un an d'ici si je ne le fais pas? On arrive dans un an et on fait, j'aurais donc dû. J'aurais dû. Oui, mais c'est ça, regarde, c'est assez, accueille-les, tu l'as pas fait, merci. Démarre là. Parce que l'éprouver, OK, par des témoignages d'infirmières, de médecins, que quand les gens sont dans leurs dernières heures de vie,
ils ne regrettent pas ce qu'ils ont fait, même s'ils ont été voleurs de banque, puis nommez tout, là, le pire criminel de la Terre ne regrette pas ce qu'il a fait. Il regrette ce qu'il n'a pas fait. Donc, imaginez monsieur, madame, tout le monde qui est sur son lit de mort et il se dit « Ah, j'aurais dû passer plus de temps avec mes enfants. Ah, j'aurais dû être à l'écoute de ma femme ou de mon homme. J'aurais dû plus voyager. Ah, j'aurais aimé. Ah, on a acheté une maison, mais j'aurais aimé rester en condo. » Tu sais, bon, dans les dernières heures, ils regrettent ce qu'ils n'ont pas fait. Et moins de 1% des gens meurent heureux. Je ne veux pas dire qu'ils sont heureux de mourir, mais ils disent « Hey, merci, c'est une belle vie. Serre la main aux gens. La vie est un voyage. Je ne sais pas où je m'en vais. Mais je vous quitte. Merci d'avoir été là. C'est moins de 1% des gens qui vivent ça. Le reste, ce ne sont que des regrets. Et quand j'ai lu cette statistique-là, moi, là, mes derniers jours, le plus tard possible, s'il vous plaît. J'ai déjà dit que j'allais mourir à 82 ans, tué par un mari jaloux. OK, on va l'enlever de l'univers. On l'enlève de l'univers. Ouais. On va enlever le mot tuer. Je me suis dit, moi, quand je vais terminer mon voyage ici, je vais dire aux gens autour de moi, merci d'avoir été là. C'était wow, une vie, tu sais. Je vais faire partie de ce moins de 1%-là qui ne regrette pas. Parce que c'est trop facile de regretter. Tu ouvres la porte sur la mort. Écoute, hier, j'avais un cours sur l'identité du soi, puis on parlait d'Erikson, puis il y avait les stades. Puis le dernier stade, c'était justement à 65 ans et plus, de voir comment on est capable de voir notre vie. Et le professeur disait qu'il y avait même des gens à la fin, il dit, si je vais mourir... Il y a des gens qui vont parler comme ça, ils ne réalisent même pas qu'il y a vraiment, c'est un cycle de vie avec la naissance. C'est sûr, en fait. Mais justement, toi, aujourd'hui, de savoir, je ne sais pas à quel moment c'est arrivé cette conscience-là de dire qu'un jour ça va arriver, puis comment je veux vivre ma vie. Est-ce que tu as eu cette réflexion-là? C'est le suicide de mon cousin qui s'est enlevé la vie. Comme je dis souvent, il a trouvé une solution permanente à des problèmes temporaires. Alors, si vous avez envie de schkeckling ou appeler, téléphoner, ce que vous voulez, c'est plate, c'est pas grave. Ça va se régler, c'est temporaire. La vie est faite de défis, puis de mon côté. J'ai pas dit le mot problème, j'aime pas ça. Donc, c'est ça quand... Et une famille québécoise traditionnelle, moi j'ai des cousins, si je ne me trompe pas, qui ont l'âge de mes enfants, c'est fou, là, c'est une grande famille. Mais lui, c'était mon cousin parmi tant d'autres. Puis quand il est parti, puis je faisais partie de ceux qui ont entré le cercueil dans l'église et tout ça, je me suis dit, ouais, ok, bon, il y a des choses qu'il n'a peut-être pas compris, il a fait son choix, je le respecte, mais je ne le comprends pas. Moi, je fais quoi de ma vie? Là? Je fais quoi? Et bon, c'est ça, c'était le début. Ça n'a pas pris 2 jours, là. Ça a pris des années avant que je dise, moi, ce que je veux, c'est, je me lève le matin, je suis heureux. Je fais des choix pour être heureux et pas des choix égoïstes. Tu comprends? Moi, ce qui me rend heureux, c'est d'écrire puis de voir que mes écrits, les gens m'envoient des messages, tu sais, Monsieur Tanguy, j'ai acheté votre livre. C'est tellement de fun, ces commentaires. À Zurich, là, tu sais, puis ça m'a aidé, ça a aidé mon enfant. Je fais, voyons donc, tu sais. Mais c'est de donner. Tu comprends? Mon travail me permet de donner. Et mon éveil est venu de là, de dire maintenant je fais la vie que je veux. Quand je parle de plateau de tournage, la radio ici, j'en suis à ma 7e saison au moment où on l'enregistre. Au-dessus de 100 personnes interviewées. J'écris dans un magazine qui s'appelle Magistral. C'est ça. Et j'ai la femme de mes rêves dans ma vie. On va revenir à la femme de tes rêves. Oui. Parce que c'est ce soir que ça se passe. Au moment de l'enregistrement, oui. Au moment de l'enregistrement. C'est ce soir que ça se passe. C'est ça, parce je que... vais chercher ma bouteille. Oui, l'enregistrement va sortir cet hiver. Ça va être la première personne qui va ouvrir en janvier. Tu vas être la première personne. Ça me rappelle quelque chose. Et en fait, la demande va se faire ce soir, Benoît. Oui. Tu as déjà tout prévu pour aller... Un scénario à la René Angélil. Pour rendre tout ça vraiment, tu sais, rajouter une couche de bonheur dans ta vie, en fait. Effectivement, c'est... Manon, c'est mon âme sœur. Nous nous sommes trouvés. Si j'ai quelques secondes pour t'expliquer, là, je l'ai rencontré sur une ligne de téléphone, laissé un message. Nous nous sommes parlé pendant 2 semaines. Nous sommes allés prendre un café dans un bistrot dans le quartier Onsic, arrondissement Onsic, où nous allons retourner ce soir pour que tu fasses la demande en mariage, donc côté un peu romantique. Retour aux sources. C'est important de voir d'où on part et d'y retourner. Ensuite, à l'époque, là, on avait pris un café. 2-3 jours après, elle dit je m'en vais à la marina de Repentigny. À cette époque-là, j'ai pas de télé câblée, j'ai pas d'internet, j'ai pas de voiture.
J'ai un boulot, mais j'ai pas ça. Je me rends à Repentigny en autobus du centre-ville de Montréal. Quand elle me raccompagne, bon, Repentigny, Montréal, Annecy, il faut passer par Montréal-Nord, je lui ai dit, tourne ici, je vais t'apprendre où elle habite, ma soeur. On tourne, elle freine, elle dit, la maison rouge qui est là. Oui, elle dit, ton beau-frère s'appelle Joël. Sur une ligne de rencontre, 3 millions de personnes, elle connaissait mon beau-frère. Et là, sur le coup, j'ai envie d'étrangler mon beau-frère. Je me dis, mon Dieu, il trompe ma soeur. C'est quoi l'idée? Non, c'est que mon beau-frère Joël était président du tournoi 3 lettres à Montréal-Nord, de hockey et tout ça. Et Manon était bénévole. Donc, et là, bon, elle me raccompagne chez moi, je fais filer des détails. Le lendemain matin, elle m'invite à manger chez elle. Et je dis, écoute, tu m'as dit que tu habitais dans l'est de Montréal. À quelle place tu habites? Elle dit, Anjou. J'ai été marié, j'ai vécu 12 ans marié à Anjou. Et là, je commence à avoir entendre des chansons, genre Toilette Zone dans ma tête, ça fait bip, bip, bip. Elle m'invite à souper, genre quelques jours plus tard. Et moi, je me rends en autobus, j'ai pas de voiture. Et quand je débarque de l'autobus au coin, j'ai les genoux qui sont tout croches. J'ai l'impression que l'asphalte est fondu, comme dans Tintin, l'étoile mystérieuse, là, où l'asphalte était brûlée. Là, pour les plus jeunes, Tintin, c'est un livre, là. Ça a des pages. Okay. Ils sont tellement habitués que les tablettes. Et je m'en vais chez elle, et je te jure, elle habitait dans une coopérative, j'essaie de le faire là, ici, mettons, là, je vais me mettre. Ici, elle habitait dans une coopérative qui est là. Il y a une rue qui est là. Ici, j'ai habité là. Donc, s'il n'y a pas de maison entre où est-ce qu'elle habite et où est-ce que j'habitais, mais on voit là où j'ai élevé mes enfants. Et quand je me suis séparé, moi c'était en novembre, Manon, elle est arrivée en juillet sur ce coin de rue-là. Donc, moi, je prends des marches pour me... J'ai de la peine, je me sépare, je pensais que j'étais avec la mère de mes enfants pour ma vie, je ne vois plus mes enfants, je les ai un week-end sur 2. Je sais que j'aurais pu l'appartement parce que j'avais plus de travail. Je marche sur la rue, c'est certain qu'on se croise. Là. Elle est là. Donc, comme dit mon ami Justin, ce que vous cherchez, vous cherchez. Et souvent, les gens qui sont là pour vous sont beaucoup plus près que vous ne le pensez. Elle était à un coin de rue, puis elle connaissait quelqu'un de ma famille sur une ligne de rencontre d'à peu près 3 millions d'abonnés. Et donc, tu as une place pour la synchronicité et l'intuition dans ta vie. Maintenant, oui. Les décisions d'affaires que j'ai prises avec ma tête, ça n'a jamais fonctionné. Quand j'y vais avec l'intuition, je dis, je sais pas, regarde, je fais ça. Comment? Non, regarde, je fais ça. Pourquoi? Je sais pas. J'ai aucune idée. Je le fais. Exemple, on fait du camping. Là, cette année, on était plus dans la région plus près de Montréal. Habituellement, on va en Estrie, au lac Massawippi. Et le dimanche, on met l'équipement dans la voiture, on part, on tourne à droite, l'autoroute, puis on prend l'autoroute 10, puis on revient à Montréal. C'est systématique. Un beau dimanche, je suis tout seul avec Manon, je freine à la sortie du camping. Qu'est-ce qu'elle se fait? Qu'est-ce qu'il y a à gauche? À gauche, il y a un petit village qui s'appelle Ayerscliff, puis ils font des hot dogs d'un pied de long. C'est plus long que ton iPad. Et là, elle dit, tu veux manger un hot dog qui est très gros? Non, non, après ce village-là, il y a quoi? Est-ce que la terre est plate puis ça tombe? Et là, on a roulé à l'aventure. On a trouvé une ferme biologique où ils font des fromages sur place. Et évidemment, un dimanche après-midi, il fait 200 degrés, là, il fait chaud l'été. Il n'y a personne dans la fromagerie, à part les deux commis, qui me donnent de l'eau et qui me font goûter avec un épluche patate, là, un peu. Puis ils me donnent du fromage. Puis moi, j'adore les fromages. Alors, je me mets à acheter des petits morceaux de fromage. Maintenant, on trouve une autre place. On a trouvé un marché aux puces en pleine forêt où les agriculteurs du coin vendent leurs produits. Ils venaient de le cueillir. Et tout ça fait que j'ai fait « Hey, mon père, il adore les fromages. » Et mon père habite peut-être à 20 minutes en voiture d'où Manon et moi, on habite. Alors, on a appelé « Hey, on va venir faire un tour. » Fait que là, on est allé chez mes parents. Manon, elle a pris une douche parce qu'on était en camping 2 jours. On a soupé chez mes parents, j'ai donné du fromage à mon père qui est comme moi, qui aime les fromages. J'ai vécu tout ça. Manon a vécu tout ça parce qu'on a tourné à gauche au lieu de tourner à droite. Tout part des choix. Hein. Oui, juste, on va là. Pourquoi? J'en ai aucune idée. Et souvent, je dis ça. Pourquoi? Je sais pas. Mais je le fais. Oui, j'aime ça! Il y a toujours quelque chose derrière, en fait. Et on s'en rend pas forcément compte tout de suite. Hein. 2-3 ans après qu'on dit... C'est ce moment-là qui était le moment charnière, pivot. Et justement, pour toi, ce moment charnière, pivot? Il y en a eu plusieurs. Il y en a eu plusieurs. Oui, comme par exemple quand on m'a opéré, parce que de l'âge de 17 à 27 ans, j'avais la colite ulcéreuse, qui est une maladie dégénérative du côlon. Et c'est à cette époque-là, je racontais que j'ai vécu ma spiritualité dans le spiritueux. Pourquoi moi je suis malade? Tu sais,
président de classe au secondaire, je faisais déjà de la photo, je faisais de la radio. Pourquoi que moi, je suis malade? J'allais à l'hôpital pour des transfusions tous les 3 mois. J'avais des pertes sanguines. À 27 ans, mon père, je suis dans le coma. 3 jours de temps. Je reviens de mon coma. Après l'opération? Oui. Ah. Il avait été provoqué, mais il a duré un peu plus longtemps qu'ils ont passé. Donc, c'est comme, vous êtes de retour? Quoi? J'ai pas vu de tunnel en passant, pas de lumière, pas d'êtres qui me sont venus me voir. Et avant l'opération, j'ai dit la première personne qui est sur le bord de mon lit, qui que ce soit, infirmière, médecin, concierge, je vais lui dire excuse, je t'aime. Juste parce que l'opération me durait 8 à 10 heures de temps. Et quand je m'ouvre les yeux, c'est ma mère qui est là. Puis c'était un pivot, puis je dis maman, je t'aime. Puis elle dit comment tu te sens? Je dis maman, j'ai pas de REER. Elle dit quoi tu parles? J'avais flobé ma vie parce que moi je pensais mourir. Donc c'était un moment charnière, c'est comme une renaissance. Et je me suis aperçu au cours de ma vie que lorsque vous débutez quelque chose, c'est la mort de quelque chose d'autre. C'est d'accepter la mort aussi. Oui, mais la mort de quelque chose d'autre. Comme là, bon, je me fiance, donc je ne suis plus un conjoint de fait. Ça va mourir. Je vais devenir un homme marié. Quand j'ai eu des enfants, nous n'étions plus un couple, nous étions des parents. Donc, il faut faire le deuil. On parle des deuils de 4 jours. C'est pas ça que je parle, de s'habiller en noir puis pleurer. Là. Faut dire, non, hey, mais je suis rendu là dans ma vie. conscience qu'il y a quand même quelque chose qui s'arrête, qui se termine pour aller ailleurs. Et là, ça m'aide, excuse, j'ai écrasé les orteils, ça m'aide à quand quelque chose se termine, que je voulais pas qu'il se termine. Parce que quand on prend une décision, puis, bon, quand j'explique qu'un jour, j'ai commencé à jouer au hockey, mais j'étais plus juste un ado, j'étais un joueur de hockey. Bon, pas professionnel, mais bon. Et donc, il y a un deuil, puis il y a une nouvelle vie. Mais quand il m'arrive un défi, puis qu'il y a quelque chose qui se termine sans que je le veuille, même si je l'ai attiré, là, je dis, oh, il y a quelque chose qui va naître de ça. C'est ça que les gens doivent comprendre. C'est, ouais, bon, mon ex est parti, c'était l'homme de ma vie. Non, il est parti. Tu ne peux pas être l'homme de ta vie, tu comprends? Ça n'a pas marché. En anglais, on dit it takes two to tango. Donc, il faut être 2 pour danser le tango. On passe à autre chose, on apprend, puis on avance. Donc, c'est un pivot. Aussi, lorsque je me suis retrouvé en dépression, tout seul, ma soeur m'a accueilli, ma soeur et mon beau-frère m'ont accueilli chez eux parce que j'avais... Moi, je m'enlignais pour un banc de parc l'été. Là, je ne sais pas ce que je vais faire dans ma vie. Mon monde s'est écroulé. Et je me suis retrouvé au fond du baril. Et je me suis dit, Benoît, heureusement, tu n'as pas amené de pelle. Parce que des gens qui, quand ils sont au fond du baril, ils pètent. Ils creusent plus creux. Moi, j'ai dit non, c'est la belle nouvelle, c'est que tu as tout perdu. Alors, tu peux tout avoir. Souvent, Zara, les gens qui ont tout, le vide s'installe. Parce que tu as tout ce que tu veux, matériellement parlant, on s'entend. Tu as tout, mais tu n'as pas de défi, tu n'as pas... Puis ça ne répond pas forcément à un besoin d'être non plus. Là. Non, mais le besoin de paraître. C'est ça. Et je connais des gens, moi, que lorsque le voisin achetait une nouvelle tondeuse, il changeait la tondeuse. Oui, mais elle fonctionne, ta tondeuse. Ouais, mais là, je t'ai dû pour ça qui est télécommandé, puis que via satellite, puis un GPS, puis l'Internet sur ma tondeuse. Non. Le voisin change de voiture, tu vois l'autre voisin changer de voiture. Moi, j'ai vu ça. C'est fou. Pourquoi elle fonctionne, ton auto? Ouais, mais tu sais, je suis capable de la payer. Non. Regarde. Donc, quand on est dans le paraître, c'est qu'on a peur du jugement. Et moi, pour le jugement, je vais te citer Anthony Hopkins qui a déjà dit « Ce que les gens pensent de moi, c'est pas de mes affaires. » Et si les gens parlent dans votre dos, là, c'est une bonne nouvelle. C'est parce que vous êtes devant eux. On ne peut pas parler dans le dos de quelqu'un si on n'est pas en avant. C'est-à-dire que la personne ciblée est en avant de toi, donc il y a des gens qui veulent ce que tu as ou il y a envie de ce que tu fais. Donc ils parlent dans ton dos. Ça, il y a une raison pour laquelle ils parlent. C'est soit parce qu'ils ont peur que ça leur arrive, soit c'est parce que... Donc il y a quand même quelque chose qu'on reflète qui vient les titiller ou les déranger inconsciemment ou consciemment. Inconsciemment, consciemment. Puis pour dire aux gens, souvent, parce que la société, on nous voit que la publicité, ça prend toujours la dernière Cadillac ou whatsoever. Puis si vous aimez les Cadillacs, achetez-en une. Oui, c'est correct. C'est correct, là. C'est pas ça le but, c'est de l'avoir pour dire je fais comme l'autre. Bien, puis vous avez de la difficulté avec les jugements, ce que les gens pensent de moi, ce n'est pas de mes affaires. Répétez ça 4-5 fois dans le miroir. Là. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Benoît? Un beau mariage. Un beau mariage. Non. Ce qu'on peut me souhaiter, c'est de la santé. Parce qu'il y a quelque chose qu'on peut contrôler. Toi, tu ne m'as pas connu, mais au début de l'été, j'étais à 225 livres et je suis à peu près à 175. Donc, j'ai décidé de viser un poids santé. Ouais, c'est 50 kilos, 50 livres de moins. Attention, je n'ai pas dit perdu. Tu sais pourquoi?
parce que tu veux pas les retrouver. Merci. Quand vous perdez vos clés de voiture, vous les cherchez partout. Et vous voulez les retrouver. Et vous voulez les retrouver. Quand vous perdez votre conjoint, hein, au début, oh, j'aimerais ça d'en avoir un autre pareil. Alors, quand vous vous dites, je vais perdre 50 livres, oubliez ça. Votre cerveau est en mode récupération. Alors, moi, je vise un poids santé, j'ai 50 livres de moins. Et ce n'est que la santé, parce que c'est en ayant la santé que je vais pouvoir aider les autres. Ce que j'appelle les solutions gagnant-gagnant. Je suis gagnant là-dedans, j'apprends autant, sinon plus, que qu'est-ce que j'aide les gens en coaching privé ou dans mes conférences ou à la lecture de mes livres. Et tu me disais aussi l'envie d'aller faire des conférences à l'étranger. On met les briques une à la fois et effectivement, l'Europe m'attire beaucoup. La moitié, et ça, mon éditeur, il n'en vient pas, il ne comprend pas. La moitié des ventes de mes bouquets sont en Europe. Et il s'est dit, t'es déjà allé? Non. T'as déjà fait des conférences là-bas? Non. Avec les médias maintenant, YouTube et tout ça. Donc, c'est une étape qui arrivera. Je travaille là-dessus, un pas à la fois. Ça peut arriver dans 10 minutes. Un téléphone, Benoît, regarde, les billets d'avion sont là. J'adorais. Oublie la demande en arrière, Chiron l'a fait à Paris. Mais oui, c'est juste propager mon message par conférence en personne, mais les gens peuvent acheter mes bouquins. Pourquoi j'aime ça, faire des blagues? Parce que les gens pensent que, bon, comme toi puis moi, on a une ouverture spirituelle, qu'on est genre avec une rose dans les dents, qu'on court tout nu dans le champ. Non, non, ça c'est Fame, ça c'est Aquarius, là, tu sais, dans le temps des années 70, là, où tout le monde vivait tout nu sur des fermes. Être spirituel, c'est être intègre avec soi. Et on m'a demandé c'est quoi la différence entre quelqu'un qui croit en la religion et quelqu'un qui croit en la spiritualité. J'ai dit le religieux croit à l'enfer, le spirituel, il est allé. Ouais, effectivement. Ah, j'aime ça. Ça termine bien. Merci beaucoup, Benoît, pour ton temps. Plaisir. Ah, merci. Merci. Bye, les amis. Bye, gang. À la prochaine.